bienvenue à toutes et à tous. Là, on va vous présenter l'opération l'aménagement sur le quartier Saint-Jean-d'Angély. Tout d'abord, je me présente, Sandrine Laforgue. Je suis directrice du projet Angély-Vauban pour ADIM Côte d'Azur. Je suis accompagnée pour l'occasion par Michel Vincent, architecte conseil à la métropole Nice-Côte d'Azur, et par Michel Benaïm, donc l'architecte du projet Angély-Vauban, du cabinet In Situ. En ce qui concerne l'aménagement du quartier Saint-Jean-d'Angély et notre présentation, donc elle va bien sûr être axée sur le projet Angély-Vauban, mais également vous allez avoir une présentation un peu plus large sur les perspectives d'aménagement de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la commune de Nice en général, et un peu plus axée également sur les quartiers Est. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'ADIM. Donc ADIM, on est une filiale de Vinci Construction France. ADIM, le nom vient de Aménagement et Développement Immobilier. On porte tout type de projet, donc tout type de métier sur l'ensemble de la France. Donc notre force, c'est qu'on est un duo développeur-constructeur qui permet d'avoir une offre globale et forcément fiable sur tous les projets qu'on porte, les projets immobiliers qu'on peut porter. Aujourd'hui, ADIM est présent sur 20 implantations en France, au plus près de toutes les métropoles, avec plus de 200 collaborateurs. Et quand on parle d'ADIM Côte d'Azur, nous, on est présent jusqu'aux agglomérations de Draguignan et Saint-Tropez. Et nous sommes donc 9 collaborateurs aujourd'hui sur Nice. Rapidement, les projets que l'on a pu porter ici sur le département et sur le département du Var. Donc le stade de l'Alliance Riviera qui a été livré en 2013 avec son projet immobilier d'accompagnement que vous pouvez voir ici. Donc pour ceux qui l'ont connu sous le nom de Nice One à l'époque, qui est devenu Nice Valley depuis. Et également le centre d'activité des loueurs à l'aéroport de Nice. Au niveau de nos réalisations en logement, il faut savoir qu'on porte une offre de logement abordable, orientée vers les primo-accédants, et qui a été conçue avec eux pour pouvoir leur proposer des logements adaptés avec une offre de prix également adaptée à leurs revenus. Donc, au niveau des opérations de logement, vous pouvez voir à la fois sur Saint-Laurent-du-Var, donc les deux opérations du haut, enfin l'opération du haut, l'opération de Loupistou, avec du logement social et du logement locatif intermédiaire. L'opération Terre Radieuse et l'opération Grand Horizon, avec du logement social et du logement d'accession. Au niveau de nos projets en cours, donc deux projets emblématiques. D'une part, le projet du rail, que nous avons gagné donc, en 2006 avec Vinci Immobilier. Cela comporte 10 bâtiments, 360 logements et 6 200 m² de commerce. Et enfin, l'opération Angély-Vauban, qui est une opération pour créer une vraie centralité au niveau des quartiers Est et qui est composée de 3 îlots organisés autour d'une place et d'une voie semi-piétonne pour vraiment créer un cœur de quartier. Je vais passer la parole à Michel Vincent pour parler de l'aménagement au niveau de la métropole. Voilà, moi je ne vais pas vous parler de l'opération, mais je vais essayer de la replacer dans son contexte au niveau du territoire de la ville. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le territoire de Nice, une petite photo qu'on utilise souvent, mais Nice, bon, c'est en réalité c'est 3 vallées. C'est la vallée du Var, c'est la plaine centrale de Nice et c'est la vallée du Paillon. Tout ça séparé par des collines et entouré par des montagnes. Je rappelle, Nice, c'est un territoire de 7500 hectares, mais c'est 5000 hectares de collines, 2000 hectares de plaine. Donc les enjeux d'aménagement du territoire, par rapport à Montpellier qu'on vient de voir, ce n'est pas du tout les mêmes. Je veux dire, on est dans la ville dense, c'est une des villes les plus denses de France après Paris. Et on est sur un territoire de collines qui peut encore à la marge être aménagé, mais notre sujet, c'est d'aménager notre territoire de plaine et de rayonner demain au niveau de la métropole. Donc voilà, donc vous comprenez les problèmes de Nice, c'est
La première photo, c'est le cadrage, l'horizon, les vues et l'utilisation du territoire intelligente. Ce qui avait été fait à l'origine, et c'est quand même intéressant, c'est il y a un schéma directeur d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de Nice, qui est tenu à jour et qui est élaboré depuis longtemps sur le territoire, et qui préfigure tout l'aménagement qu'on voit aujourd'hui émerger sur cette plaine-là. Là, vous voyez bien sur l'image la plaine du Var, qui est l'enjeu majeur effectivement de la ville de demain, il n'y a pas de sujet, mais on voit bien la plaine centrale qui est de l'ordre de la requalification urbaine et de compléter les équipements existants, de lui redonner un certain nombre d'éléments phares et de lieux de centralité. Et on voit bien sur la droite la plaine du Paillon, qu'on appelle les quartiers est de Nice, qui, on le voit sur l'image, sont à l'échelle quelque part de la partie niçoise de l'opération d'intérêt national. On est sur un grand territoire, on est sur un développement potentiel de plus de 350 à 400 000 m². Alors, certes, on est dans de la requalification urbaine, mais l'enjeu de requalification de ce territoire où il y a plus de 150 000 habitants, et derrière la ville de Nice, il y a la ville de la Trinité, il y a Contes, il y a Saint-André, il y a près de 40 000 habitants qui habitent aussi cette vallée au-delà de la ville de Nice. Donc c'est un enjeu métropolitain. On va avoir aussi à terme de requalifier, de redonner une mobilité, de redonner des éléments de centralité à ce territoire. Petite image pour rappeler ce que je disais. Territoire de développement, c'est en jaune, c'est la plaine du Var. Les collines, c'est en vert. La zone urbanisée dense, c'est le rouge un peu foncé. Les zones orangées, c'est les zones de requalification qui sont de requalification de Nice Nord et des quartiers Est. La volonté de la ville depuis quelques années, c'est très clairement d'arrêter de renforcer l'hypercentre de la ville de Nice et de donner des pôles de centralité réguliers sur l'ensemble du territoire. C'est tous les 1 km, 1,5 km. Et ça correspond bien entendu complètement au schéma de transport qui est mis en route, notamment avec le tramway. Le tramway, la ligne 1, c'était le centre, la plaine du Paillon et la plaine centrale de Nice. La ligne 2, vous la connaissez, qui va à l'aéroport, on en a pas mal parlé. Et la desserte, ligne 3, de la plaine du Var jusqu'à l'Alliance Riviera, et avec des pôles de rabattement sur ces secteurs. On voit ici aussi apparaître les pôles de centralité qui sont envisagés sur le territoire. Alors, sur la plaine du Var, on les a vus. Sur les quartiers Est, c'est bien évidemment le quartier du Port, le quartier de Saint-Jean-d'Angély. Il faut savoir que le quartier de Saint-Jean-d'Angély, c'est la limite nord de la ville qui n'avait pas été urbanisée selon les plans d'urbanisme du Concilio d'Ornato. C'était au nord de la voie ferrée, c'était des friches industrielles, administratives, c'était EDF, c'était l'armée, c'était les services du nettoiement, c'était la SNCF qui occupe toujours d'ailleurs des terrains extrêmement importants. Et ces terrains, cette zone-là a été, par ailleurs, il y avait eu au nord de cette zone, au niveau de l'Ariane, de la Trinité, dans les années 60 aussi pas mal d'opérations de logement qui avaient été développées. Donc aujourd'hui, cette opération de Saint-Jean-d'Angély, on va le voir, elle fait le lien, et elle est très importante en cela, entre la ville constituée et les quartiers existants à requalifier, qui font l'objet d'opérations en rue notamment. Alors, tout ça a commencé avec un travail sur des terrains de l'armée, puisque l'armée a quitté Nice pour la plus grande partie de ses activités. Et donc, on a eu l'opportunité d'acheter des terrains pour le compte de l'État pour installer l'université dans la ville. C'était une grande première à l'époque parce qu'à Nice, les quartiers universitaires ne sont pas dans la ville, ils sont plutôt excentrés. Donc là, notamment avec la volonté de l'université de réimplanter un quartier universitaire dans la ville de Nice, ça nous semblait extrêmement important. La ville a racheté donc ces terrains de l'armée. Et le premier travail avait été fait à l'époque sur le terrain qu'on voit ici avec Bernard Huet. Alors ça remonte un peu de temps pour ceux qui le connaissent, qui était quand même un de nos grands urbanistes en France, qui avait été de retravailler une figure avec un mail, avec un boulevard central très organisé qui permettait de trouver le franchissement de la voie ferrée au nord avec un quartier organisé. Voilà. On peut passer à la suivante. On a à l'époque aussi eu des biens de retour d'EDF qui sont sur la partie gauche ou droite, je ne sais plus, gauche du terrain. Et ces biens de retour des terrains EDF, ça nous a permis d'étendre l'opération qu'on avait étudiée avec Bernard Huet. Et là, on avait travaillé avec Yves Lyon
pour retrouver un plan de composition générale de ce site. Et on avait retrouvé des éléments aussi, de garder des éléments forts de composition du site. On a gardé l'ancien bâtiment de l'état-major, qui avait été prévu d'être démoli à l'époque, mais on a vraiment souhaité garder un certain nombre de signes de l'ancienne activité qu'il y avait eu dans ces bâtiments, sachant que le bâtiment d'état-major est devenu la maison des sciences de l'homme. Ces bâtiments en fait, de l'armée sont assez fonctionnels et on peut assez facilement les transformer avec de nouvelles activités, ce qui est un sujet d'ailleurs assez actuel aussi, la reconversion des bâtiments et permettre leur transformation dans le temps. Voilà, le dernier plan, c'est le plan qui avait été travaillé en son temps à l'agence d'urbanisme et qui est très proche de la situation actuelle qu'on va trouver aujourd'hui avec l'opération que développe ADIM aujourd'hui. La ville, aujourd'hui, avait été réalisée dans un premier temps les 2 îlots universitaires. Et pendant très longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose sur ces quartiers et on n'arrivait pas à avoir la densité urbaine suffisante pour faire vivre le quartier. Donc, il y a eu l'opération de la Maison des sciences de l'homme qui a été réalisée. Il y a une bibliothèque universitaire qui a été réalisée sur le site. Il y a une maison des étudiants avec 150 logements pour étudiants, plus des logements pour les chercheurs, bibliothèque, salle de réunion, un peu de restauration, etc., qui a été installée aussi sur le site. Une crèche, une EHPAD, des logements sociaux. Et il manquait quelque part aujourd'hui une activité complémentaire, économique et culturelle, qui fasse vivre le site et qui lui donne sa masse critique suffisante pour fonctionner. Aujourd'hui, c'était encore, on n'avait pas l'animation qui est la logique d'un quartier universitaire en proximité directe de la ville. Alors, on va voir que cette programmation qui a été proposée par ADIM, d'un cinéma, d'un multiplex de 10 salles, couplé avec un parc relais de 350 places, couplé avec du logement social et du logement libre et du commerce, ça nous permettait de compléter l'offre de ce quartier et de lui donner demain la masse critique nécessaire pour finir le quartier. Ne reste plus à faire sur le quartier aujourd'hui que le jardin qui est prévu au centre de l'opération. On a traîné un petit peu à le faire parce que les échanges fonciers avec l'État ont pris beaucoup de temps et ils sont en train de se finaliser pour qu'on puisse libérer le terrain du jardin. Voilà. Et avec ça, on aura un quartier complet constitué dans plus de 100 000 m² sur des anciennes friches militaires et EDF qui permettent de faire le lien, on le voit bien sur la photo, sur les images qui sont là, avec les futurs quartiers de développement qui sont au nord. On voit bien dans ce qui est au-delà du quartier de Saint-Jean-dans-le-Gély, les très grandes emprises, 36 hectares de la plateforme ferroviaire de la SNCF. On pense qu'à terme, ces franges pourront être aménagées et urbanisées. Ce n'est pas la volonté aujourd'hui de la SNCF parce qu'ils ont des problèmes de logistique par rapport au TGV. Mais bon, il faut travailler dans le sens d'éventuellement à terme pouvoir regagner ces franges. Et puis, on a encore des terrains potentiels qui sont les anciens terrains du nettoiement, des abattoirs, des terrains qui sont encore aujourd'hui disponibles dans le quartier, qui vont nous permettre de faire le lien avec la partie nord, où on retrouve l'Ariane et notamment les quartiers de Bon Voyage. Sachant que ces opérations ont déjà fait l'objet d'un concours d'aménagement de 30 000 m² sur le nettoiement et d'un projet de friche culturelle sur les abattoirs. Donc voilà, tous ces projets mis bout à bout, et il va vous être présenté, nous permettent de faire le lien entre la ville constituée et les quartiers nord de la ville. Merci. Je crois que l'essentiel a été dit. Quelques mots sur le projet lui-même. Je vais pouvoir regarder sur l'ordinateur. Ce que je voulais rajouter à ce qu'a dit Michel concernant les quartiers est, les quartiers rive gauche, sont des quartiers que l'on avait étudiés et en recherchant sur des documents qui datent du début du XVIIIe siècle, on s'était aperçu que le développement de la ville avait été pensé sur la rive gauche et que la planification urbaine s'était faite sur la rive gauche. Et en milieu 19e, l'arrivée de 2 gares sur la rive droite a complètement déplacé la planification urbaine de la ville sur la rive droite.
Donc en fait, on a, on a plutôt une opération un peu de, je dirais, Nice reprend ses droits, les quartiers est reprennent leurs droits et on revient finir le travail qui avait été démarré il y a un siècle et demi avant l'arrivée des gares. Ce que l'on peut dire aussi de cette situation, c'est qu'on a un rapport très fort au grand paysage lorsqu'on est sur le terrain. On a un rapport fort par rapport à l'est aux collines de l'Observatoire, à l'ouest aux collines de Cimiez, au monastère de Cimiez, et au sud par rapport au château et à la mer. Pour préciser ce que Michel vient de dire, on a une position. Parce que lorsqu'on parle d'écologie, l'écologie commence par les mobilités. Et là, on avait une chance assez extraordinaire et qui justifiait le pôle de centralité à cet endroit-là, c'est qu'on est desservi par une gare routière qui est mitoyenne du terrain. On a la gare de Riquier qui est à 200 mètres, une station de tramway devant l'opération, une piste cyclable et une voie automobile et un parking relais. Donc on a tous les modes de transport doux qui entourent l'opération. Donc c'était une condition très importante pour ce pôle de centralité. Ensuite, quelques affectations qui entourent la parcelle, donc la maison des sciences et de l'homme, les 2 tranches de l'université, la maison des étudiants, le siège du Crous, 250 logements étudiants à une extrémité, 170 à l'autre. On s'aperçoit qu'il y a quand même cet usage, ce caractère universitaire de ce secteur est très affirmé. Alors lorsque l'on est arrivé, le terrain avait cette allure, ce qui a représenté quelques difficultés pour l'élaboration de l'opération. Il y avait un parking relais pour le tramway sur ce terrain, 240 places. Il y avait des logements pour la police, 2 boulodromes. Il faut savoir que les boulodromes, ça a l'air de rien, mais ce sont des équipements très difficiles à déplacer, très sensibles. Et nos hommes politiques y font très attention. Et il y avait aussi la gare routière qu'il fallait déplacer. Donc il y a eu ces difficultés. Si je dois rajouter une difficulté qui n'est pas des moindres, Michel a évoqué le fait qu'au nord de la voie ferrée, les installations étaient des installations plutôt industrielles. On est sur l'ancien site de Gaz de France à Nice, qui était un site énorme. Et on a eu des terrains très pollués. Ce qui a un peu contingenté, ce qui a contraint la conception des sous-sols, la conception des infrastructures, et aussi ce qui a contraint du point de vue financier l'opération, parce qu'on a eu des coûts de dépollution très importants. Là, il y a une vue aérienne où on voit déjà la relation au grand paysage, puisqu'on voit en tout cas tout le dégagement au sud du terrain sur la colline du château et la mer. Voilà, cette image, vous pardonnerez la qualité des images, cette image montre le parti pris, et ce que Sandrine a évoqué, c'est que d'une part, il y a une prise de parti urbaine, il y a un marquage fort des alignements, ça c'est un peu la marque de fabrique de Nice, il y a une hauteur qui est le vélum de la ville 1900, la ville niçoise, qui a été respectée, et ensuite la constitution d'espaces publics, une rue qui prolonge la rue qui est entre les 2 tranches d'une université et une placette centrale autour de laquelle s'organisent les différentes animations. On peut passer aux suivantes. Alors une image, vous verrez qu'il y a des projets qui sont aboutis, il y a des projets qui sont en cours d'étude. Donc on voit ces 3 îlots. L'îlot que l'on a devant, qui a une position stratégique, c'est l'îlot qui est en cours de finalisation, ce qui explique la médiocrité de l'image. Cet îlot, et c'est le multiplex qui contient donc 10 salles et 1500 places assises. Il y a ce qu'on appelle l'îlot 1, c'est l'îlot sud, où on a parlé tout à l'heure de mixité fonctionnelle et de mixité sociale. Donc la mixité fonctionnelle, dans l'opération, on a multiplié par 3 le parking relais. On a créé 80 logements sociaux, 40 logements en prix maîtrisé. Je crois qu'il y a plus de 100 logements en accession libre, une grande surface commerciale, des commerces alimentaires, des commerces non alimentaires, une pharmacie, des bureaux et ce multiplex. On va changer d'image. Le cinéma. Là, on a travaillé sur ce multiplex
en essayant de l'identifier par rapport au mode de vie, au climat, à la lumière, aux usages méditerranéens. Et la particularité de ce cinéma, je crois qu'il est unique dans ses caractéristiques, c'est que bon, il y a une logique dans le cinéma, c'est d'amener des gens de la lumière vers l'obscurité, progressivement. Donc il s'agit qu'une fois que les clients entrent dans le cinéma, qu'on maîtrise l'éclairement. C'est la raison pour laquelle le foyer d'entrée en rose est à l'intérieur du cinéma. Il est encloisonné, on maîtrise la lumière et on peut travailler sur cette progressivité de la lumière vers l'obscurité. Et en général, les sorties de salle se font par des longs couloirs vers des sorties de secours, des choses qui sont assez rébarbatives. Nous, on a la chance d'avoir un climat très clément. Et le projet, et vous verrez en bleu, c'est une galerie qui entoure le cinéma. Et cette galerie, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qui est dénommé les foyers de sortie des salles. Donc toutes les salles sortent en balcon sur la ville, en balcon sur le paysage, et qui ne sont pas non plus directement sur le grand paysage et sur la lumière méditerranéenne, qui est une lumière assez forte. Il y a un claustrat qui filtre un petit peu cette lumière. Là, on a une vue depuis l'arrêt du tramway, où on voit cette espèce de filtre qui filtre les foyers de sortie. La typologie un peu de ce filtre qui a été retenu. En ce moment, il y a une exposition très intéressante au Mamart sur l'op-art, l'art optique, et il faut une association très intéressante aussi. Je vous invite à visiter cette exposition sur comment le cinéma a beaucoup utilisé l'art optique. L'idée là, c'était d'avoir une grille, une résie qui évoque un peu le cinéma, le défilement, ce mouvement cinétique, etc. Donc c'est à l'étude, c'est pas encore abouti, mais l'idée c'est de rappeler un peu les défilements de pellicule. Ce qui est intéressant, à droite vous avez les logements en accession et prix maîtrisés avec des commerces au rez-de-chaussée, et l'îlot du fond, on va faire l'image suivante, je crois qu'il y a un petit zoom. Voilà, on reviendra en arrière. Lorsque le programme nous a été donné de faire un parking relais de 360 places, 80 logements sociaux, une grande surface commerciale, en l'occurrence Lidl, la volonté des acquéreurs a tout de suite été chacun chez soi. Donc l'idée était que les logements sociaux soient autogérés, qu'il y ait un joint de dilatation, qu'il y ait le parking relais et qu'il y ait une répartition patrimoniale très très nette. Nous, ce n'est pas l'option que l'on a choisie. On a considéré qu'il y avait des fonctions qui étaient des fonctions qui avaient peu de valeur par rapport à leur environnement. Et il y a des fonctions où l'environnement joue beaucoup. Et on a décidé de travailler par couches successives de manière à placer les logements au plus haut dans le programme. Le rez-de-chaussée des logements est à 14 mètres de haut. Et ce qui fait que vous voyez la couche de Lidl, les 3 niveaux du parking relais, 360 places, et les 80 logements sociaux qui sont en situation comme ça aérienne dans le projet. Tu peux revenir en arrière d'une image? Ça, c'est l'image vue depuis la rue que l'on a créée, sur la place où on voit le multiplex à droite et les logements accession à gauche. Voilà, bon, ça c'est une vue depuis le tramway. Ça, c'est le projet qui prend encore doucement. Si on peut passer d'image. Voilà. Là, on voit depuis la voie ferrée le projet avec la grande galette qui contient et le Lidl au rez-de-chaussée et les 360 places du parking relais. Et on voit comment les logements sont mis en hauteur avec un jardin qui est au 4e étage. Et aussi là, l'intérêt par rapport au grand paysage niçois, aux collines niçoises. Oui. Là, on voit avec une autre vue, on continue. Et là, c'est une vue actuelle du premier îlot qui est en cours de construction et les terrassements du multiplex et du programme accession à la propriété. Là, on voit cet îlot. Alors là, on a une vue urbaine. C'est le premier îlot qui est en chantier, mais qui permet de voir le rapport urbain. La rue fait... les alignements sont à 26 mètres et on voit un peu les échelles qui sont celles de la ville de Nice, 21,50 m à l'égout. Voilà. Ben, je vous remercie si vous avez des questions. Une question ?
Bonjour. L'exploitation du cinéma sera confiée à qui? Alors, l'exploitation du cinéma va être confiée à Megarama, qui fait partie des 5-6 exploitants les plus importants en France et qui a des salles également en Espagne et au Maroc. Et le multiplex le plus proche de chez nous est à Montpellier. Donc, si les Montpelliérains sont encore dans la salle, pour le coup, ils doivent connaître puisqu'elle a ouvert l'année dernière. Et normalement, donc, Megarama a une qualité de salle avec des sièges plus larges que ses concurrents et des tarifs qui, pour autant, ne sont pas plus chers. Et je voulais finir en disant qu'il y aura 2 salles dédiées à l'art et essai sur les 10 salles du multiplex. Oui, petit détail, je veux dire, sur la ville de Nice, il y avait eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un grand projet de multiplex de 24 salles sur l'ouest du territoire. Bon, la ville s'est farouchement opposée, ainsi que l'EPA, sur ce projet de multiplex qui détruisait la plupart des cinémas du centre-ville dans ce projet. Donc aujourd'hui, on est reparti sur l'idée de dire, et c'était la volonté du maire de dire, pas de 24 salles dans la plaine du Var. Il y a déjà un multiplex de 10 salles dans la plaine du Var à Lingostière. Et on va installer 2 multiplex de 10-12 salles dans la ville. Donc il y en a un qui s'est installé à la Gare du Sud, qui a ouvert l'année dernière. Et il y a celui de Saint-Jean-d'Angély qui va ouvrir bientôt. Et 2021. Je voulais juste rajouter 2 mots sur la mixité fonctionnelle et le fait, je vous ai montré un peu le sandwich, les superpositions des différentes fonctions. Pardon. Ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on a une mixité fonctionnelle et qu'il y a une traduction morphologique de cette mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on perçoit les ruptures typologiques, on s'aperçoit que la perception de la densité est beaucoup plus apaisée que lorsqu'on a la même densité avec une monofonction. Et du coup, puisque vous parlez de la mixité fonctionnelle, comment vous avez géré les nuisances des logements en fait, qui sont au-dessus du parking et du Lidl? En fait, on a eu des problèmes de structure très très compliqués pour respecter des règles parasismiques avec des usages et des structures différentes, puisqu'on a 4 structures différentes. Le sous-sol qui est un parking, Lidl qui souhaite le moins de poteaux possible, l'espace le plus libre, les parkings relais qui a ses propres logiques, et dessus les logements qui sont une autre logique avec des circulations verticales pour desservir tout le monde. Il y a eu des problèmes de sécurité incendie pour isoler du point de vue de l'incendie les volumes les uns des autres. Il y a eu votre question portait sur les nuisances sonores. Et pas que, mais en fait, moi, j'ai jamais vu pour l'instant sur notre projet une telle imbrication. Et du coup, je voulais savoir un peu le retour d'expérience, comment vous avez fait. Oui, pour les nuisances sonores, le parking relais, en soi, est encapsulé. Le parking relais n'est pas... Ce sont des voitures qui rentrent, qui stationnent. Il n'y a pas de nuisance particulière entre le parking relais et les logements. On est dans une situation urbaine avec des voies périphériques. Donc les logements ont déjà des contraintes acoustiques sur toutes les baies, etc. On a des performances acoustiques qui sont requises et qui sont respectées. Mais il n'y a pas eu de soucis de cet ordre-là, du point de vue des nuisances acoustiques en tout cas. La complexité par contre de ces imbrications, c'est plutôt au niveau de la desserte, au niveau des fluides, des réseaux, etc. Où là pour le coup, pour desservir les 4 cages de logements qui commencent au R+4, il y a quelques petits sujets, notamment avec au niveau d'Enedis
ou principalement avec eux.